Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer par la logique que l'évolution de l'humanité, que notre évolution nous conduit vers notre ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est ce qu'on peut imaginer d'une humanité qui aurait atteint un état de perfection, c'est-à-dire la fraternité absolue, la paix universelle, un fonctionnement totalement écologique qui n'impacte absolument plus la nature, et puis une humanité qui a été achevée techniquement. Donc plus de nations, plus de frontières, et les hommes peuvent circuler voilà, de façon paisible. Si on imagine une humanité qui a été réalisée au niveau technique, achevée, donc il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à travailler, à construire en fait, une humanité qui est construite et qui a atteint son allure de croisière, voilà, un système qui lui permet d'être stable, voilà, paisible, en paix, donc que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, que l'homme ne représente plus un danger pour lui-même ni pour les autres. Et voilà, on peut imaginer que la psychologie, que tout un tas de travail, l'éducation, la psychologie, le fait de ne plus avoir besoin de propriété, de mettre tout au service de tout le monde, fait que les humains à ce moment-là n'auront plus de raison d'envier ou de jalouser, ou enfin voilà, de vouloir dérober des choses qui seront à son service partout où il passe. Voilà. Donc on peut un peu l'imaginer comme ça. J'ai pas vraiment travaillé clairement sur cette finalité, mais ça peut être intéressant de voir comment peut se concrétiser une humanité qui serait achevée. C'est difficile à imaginer réellement parce que je pense qu'il faudra encore 3, 4, 500 ans, peut-être davantage, admettons, voilà, 500 ans. Si on se reporte à 500 ans en arrière, à 1500, l'humanité était incapable d'imaginer ce qu'elle deviendrait 500 ans plus tard. Ce que nous sommes en train de vivre, c'était impossible pour les êtres humains d'il y a 500 ans, d'il y a 400 ans, d'il y a 300 ans, pour les êtres humains de 1700, de 1800 même. Ils ne pouvaient pas imaginer ce que nous sommes en train de vivre. En 1800, ils ne pouvaient pas imaginer qu'on aurait des avions, des trains à grande vitesse, voilà, qu'on aurait Internet, qu'on connaîtrait l'ensemble de la planète, bon bref, qu'on aurait créé l'ONU, par exemple, l'Organisation des Nations Unies. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Comment sera cette humanité dans 400-500 ans? Mais quoi qu'il arrive, ce désir de paix, ce désir de sécurité, travaille l'humanité en permanence. On le voit là, il y a maintenant le moindre fait divers révolte tellement la société que l'État est obligé de tenir compte de ce qui se passe et donc de trouver des clés. Alors là, pour l'instant, les clés que l'État trouve, disons, elles sont toutes liées à la violence, à l'autorité, à
à l'enfermement, à plus. Elle n'est pas sur le soin, elle n'est pas sur la prévention, elle n'est pas. Mais c'est un moment, là actuellement, l'état d'esprit des dominants, actuellement en place sur l'ensemble de la planète, globalement, au moins dans le monde occidental, et à la violence, et à la c'est pas à la compréhension, c'est pas au soin, c'est vraiment à la punition, quoi. Voilà, il fonctionne un petit peu dans ce modèle-là. Mais d'abord, ça décline du tempérament naturel, on va dire, de l'Occident, qui a toujours eu depuis longtemps des dominants violents. Hein. C'était pas pour rien qu'ils partaient dans les croisades, qui se faisaient la guerre constamment entre nations européennes, qu'ils ont ravagé l'Afrique, qu'ils ont ravagé l'Amérique, etc. Bon, bref, on est loin d'être la société paisible qu'on aimerait faire croire. Et donc, nos dominants continuent sur cette lancée-là. Hein. Alors, eux aussi devront évoluer et commencer à travailler, à s'occuper, à soigner la psychologie des hommes, quoi. Hein, voilà, trouver la clé pour que on ne laisse pas à l'abandon un être humain qui a été maltraité, on ne le suit pas et on le retrouve en prison à 18 ans ou à 20 ans. Voilà, c'est cet abandon-là de l'État, hein, parce que c'est l'État qui abandonne à ce moment-là les hommes. Un jour, ça sera puni d'ailleurs. Ils seront condamnés, ces chefs d'État qui négligent la population dont ils doivent prendre soin, en fait. Voilà. Alors, comme d'habitude, je fais quelques lectures à partir des ouvrages pour essayer de démontrer cette théorie. Et là, par exemple, je suis en train de lire depuis quelque temps Giorgio Colli, La naissance de la philosophie. Voilà. Alors, je lis, je découvre et je commente éventuellement. Alors, le défi de l'énigme, on pourrait voir ça, et sinon, on pourrait passer à quoi ? Ensuite, le pathos du cachet. Tiens, on va lire ça. Le pathos du cachet, un récit très ancien, attesté par plusieurs sources, constitue le document fondamental sur le lien entre sagesse et énigme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lien entre... On peut comprendre hein, le lien entre sagesse et énigme. De toute manière, le principe créateur qui a mis en œuvre cet univers-là, c'est lui qui nous a institués dans l'énigme. C'est lui qui nous a constitués, qui nous oblige à répondre à ces énigmes. Tout est des énigmes qui ne cessent de reculer à mesure qu'on avance vers elles, qu'on les découvre. On en découvre de plus en plus, mais à chaque fois qu'on avance vers, par exemple, qu'est-ce que c'est que la matière, eh ben, elle se dérobe à nous. Bien sûr, on répond à une partie, mais le plus gros de l'énigme est allé à l'horizon et nous appelle à l'horizon. Il faut qu'on continue à marcher jusqu'à elle, répondre, et puis à chaque fois, elle recule, et comme ça, elle nous amène vers cet état de perfection dont il y a également la réponse à tous nos questionnements. On parviendra à répondre à tous nos questionnements, à ce que nous ne comprenons pas encore. Comment s'est constitué cet univers? Pourquoi? Est-ce qu'il y a du divin ou pas? Est-ce qu'il y a un horloger à l'origine, un principe créateur à l'origine de cet univers, etc. Tout ça, l'humanité y répondra. Et c'est pour ça qu'il faudra encore quelques siècles d'évolution pour d'abord finir de maîtriser les pulsions humaines et puis répondre à nos questions et rendre ce monde parfaitement écologique. Voilà les trois grands chantiers que nous avons à faire. Donc,
Il s'agit de l'un des courants de la littérature biographique sur Homère, repris dans le fragment suivant d'Aristote. Homère interrogea l'oracle pour savoir qui étaient ses parents et quelle était sa patrie. Et le dieu répondit ainsi: l'île de Ios est la patrie de ta mère, et elle t'accueillera mort. Mais garde-toi de l'énigme des jeunes gens. Oh, alors voilà, ça c'est une énigme quand même. Peu après, il arriva à Ios. Là, assis sur un rocher, il vit des pêcheurs s'approcher de la plage et leur demanda s'ils avaient pris quelque chose. Ceux-ci, comme ils n'avaient rien pris, mais s'épouillaient, lui dirent à cause du manque de poissons: ce que nous avons pris, nous l'avons laissé. Ce que nous n'avons pas pris, nous le portons. Voilà, c'est son énigme. Et à chaque fois, il fallait répondre à ce type d'énigmes, qui sont magnifiques, il faut le dire. Faisant allusion par une énigme au fait qu'ils s'étaient débarrassés, après les avoir tués, des poux qu'ils avaient attrapés. Et que ceux qu'ils n'avaient pas attrapés, ils les portaient sur eux. Homère, n'étant pas capable de résoudre l'énigme, mourut de découragement. Oh, ça, je ne connaissais pas cette chose. Ce qui d'emblée suscite l'étonnement dans ce récit est le contraste entre la futilité du contenu de l'énigme et l'issue tragique que provoque l'incapacité de la résoudre. Et là, on voit que on pourrait presque prendre les choses de façon futile aussi. L'humanité ne sait pas s'il y a Dieu ou s'il n'y a pas Dieu. Qu'est-ce qui a créé l'humanité? On pourrait très bien dire que c'est futile, qu'on n'est pas obligé de s'y intéresser de si près. On peut vivre sans ça, on peut s'organiser. Nos cousins primates naturels, les singes, ne s'intéressent pas à ça et ils vivent tout à fait bien sans ça. Mais nous, on est obligés. Et donc de cette futilité, et elle est grave parce que elle n'est pas si futile que ça. Cette question-là nous taraude en permanence et nous taraude d'autant plus que nous approchons vers la mort. Donc il y a bien quelque chose qui est... voilà. Le découragement est là qui guette aussi l'humanité. S'il n'avait pu en découvrir la signification cachée. Mais pour le sage, l'énigme est un défi mortel qui excelle par l'intellect, doit se montrer invincible dans les choses de l'intellect. Dans ce contexte, il est clair que tout fond religieux a disparu. L'énigme représente toujours un danger extrême, mais son terrain est seulement un agonisme humain. Et alors, c'est clair que ce type d'énigme, c'est les sages qui y répondent. Mais les sages, est-ce que c'est pas justement ce qu'on pourrait dire aussi des surdoués, d'une certaine façon? Parce que ça ressemble aux énigmes quand on fait des tests de QI. C'est un peu proche de ça, justement. Ah, ça peut être intéressant. Parallèlement, la formulation de l'énigme proposée à Homère est clairement contradictoire, ou plutôt, pour employer une expression plus précise, deux couples de détermination contradictoires. Nous avons pris, nous n'avons pas pris, et nous avons laissé et nous portons, sont associés inversement à ce à quoi on pourrait s'attendre raisonnablement, c'est-à-dire inversement à la formulation « ce que nous avons pris, nous le portons », ce que nous n'avons pas pris, nous l'avons laissé. Qu'on se rappelle la définition aristotélicienne. L'énigme est la formulation d'une impossibilité rationnelle qui exprime toutefois un objet réel. Le sage, qui maîtrise la raison, doit défaire ce nœud. Pour cela, l'énigme, quand elle entre dans l'agonisme de la sagesse, doit assumer une forme contradictoire. C'est clair. Et nous sommes toujours dans la contradiction en réalité. Parce que nous vivons quelque chose qui n'est pas
nous vivons, quand nous pensons que nous vivons, nous ne vivons pas. Et quand nous pensons que nous ne vivons plus, quand nous sommes en extase, c'est là où nous vivons. Quand nous pensons que nous vivons, et que notre esprit vagabonde, que notre esprit n'est pas en contemplation, eh bien nous ne vivons pas. C'est notre esprit qui vit des choses, qui se projette. Tiens, tout à l'heure je dois faire ça, il ne faut pas que j'oublie ça, il faut, j'ai ce truc, etc. Ah, qu'est-ce que j'ai fait hier? Oh mince, je m'en veux, je me sens mal d'avoir dit telle chose, etc. Bon, bref, des choses qui impactent le présent, qui fait que nous ne vivons pas le présent à ce moment-là. Nous sommes hors du présent, hors du temps, hors de la réalité. Et donc c'est un paradoxe en réalité, parce que c'est là où on croit qu'on est vivant. Et par contre, en état d'extase, où on ne se pose plus aucune question, où on n'a plus d'interférence, où on ne parle plus, on est juste béat d'admiration devant la vie, devant le vivant, devant les choses, eh bien là, nous sommes absolument présents, donc nous sommes absolument vivants dans ce moment-là. Le récit sur la mort d'Homère nous aide à affronter l'interprétation de l'un des plus obscurs fragments d'Héraclite. Ici, c'est un sage qui fait allusion à l'énigme dont un autre sage a été la victime. Héraclite dit « Quant à la connaissance des choses manifestes, les hommes sont trompés, tout comme Homère, qui fut le plus sage de tous les Grecs. En effet, des jeunes garçons qui s'épouillaient le trompèrent quand ils lui dirent « Ce que nous avons vu et pris, nous le laissons. Ce que nous n'avons ni vu ni pris, nous le portons. » Ici, Héraclite tait les prémices et le cadre de l'épisode concernant Homère, probablement parce qu'il s'agit d'une tradition assez connue. Pour les Grecs, ils n'avaient pas besoin de le préciser en somme. De même est passé sous silence le fait que l'échec d'Homère face à l'énigme a été la cause de sa mort. Le ton du fragment est méprisant à l'égard d'Homère. Le sage vaincu dans un défi lancé à l'intelligence cesse d'être un sage. Ce qui est remarquable, c'est que l'énigme est caractérisée comme tentative de tromper. Et en fait, tous ces sages énigmes, tous ces sages présocratiques, Héraclite, Parménide, etc., étaient conscients du fait qu'il y avait cette ambiguïté entre être et non être, entre croyance d'être là et de ne pas être là, etc., etc. Ils avaient compris cette nuance déjà très forte. Ce qu'Héraclite juge digne d'être mentionné, ce n'est pas la triste fin d'Homère, mais bien le fait qu'un sage présumé s'est laissé tromper. Nous avons ainsi tout d'abord un témoignage ancien qui confirme la malveillance de l'énigme, et en second lieu une définition implicite du sage par Héraclite comme étant celui qui ne se laisse pas tromper. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Voilà, et si vous pensez que ces petites vidéos parfois qui n'ont pas un grand intérêt, peut-être comme celle-ci, méritent quand même un peu de visibilité, ben vous pouvez mettre des pouces et puis vous abonner et puis mettre des commentaires éventuellement et en parler autour de vous. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et puis à très bientôt.